Bienvenue dans Adopte un mot, le format où on va parler des mots, les mots que j'aime bien, les mots que je trouve rigolos, des mots désuets, des mots énormes, des mots petits, bref, tous les mots, leur étymologie, l'histoire de leurs variations sémantiques, mais aussi le fonctionnement de certaines figures de style et parfois, selon l'humeur, on fera un petit décryptage grammatical et sémantique d'expressions toutes faites ou de phrases virales. Linguistique appliquée, j'adore. Bref, les mots en général, les mots dans leur ensemble, les mots qui croustillent sous la dent et les mots qu'on utilise tous les jours aussi. C'est parti pour ce premier épisode, moi je suis parée, j'ai mon tricot, installez-vous confortablement. Et on commence par la base pour ce premier épisode avec l'histoire du mot mot, tout simplement. Et oui, il fallait bien ça pour commencer un format sur les mots, pour commencer à s'interroger sur les mots, se demander ce qu'est un mot, comment on le définit, et d'où vient le terme qu'on utilise chaque jour sans y penser pour les désigner. Car définir ce qu'est un mot n'est finalement pas une expérience si simple. Je vais le faire ici de manière rapide et surtout non exhaustive, en distinguant trois niveaux de définition: graphique, linguistique et sémantique. Sur le plan graphique, pour commencer, le mot est pour nous une unité. Alors, petite parenthèse. Et là, j'en profite pour ouvrir une petite charentaise. Ah, une parenthèse. Je dis pour nous car il y a des langues dans lesquelles ça ne fonctionne pas comme ça. Des langues qui par exemple n'utilisent pas le blanc typographique, comme le chinois, qui n'utilisent pas de lettres pour former leurs mots, comme le chinois. Mais je ne veux pas m'aventurer à parler de langues que je ne connais pas, d'une part, et ce format est concentré sur la langue française, d'autre part. C'est pourquoi je dis pour nous, et donc voilà, ce que je vais dire ensuite ne concerne que les mots de langue française ou de langue qui lui ressemblent. Donc, le mot est un assemblage de caractères graphiques rendus distincts par un séparateur, le blanc typographique ou l'espace. Selon cette définition, pomme est un mot distinct dans une phrase grâce aux espaces. Ainsi, même sans connaître la langue, si vous avez sous les yeux la phrase "je mange une pomme", vous savez reconnaître qu'il y a 4 mots distincts grâce à cette unité graphique et visuelle. Sur le plan linguistique, maintenant, le mot est la plus petite unité que l'on puisse isoler tout en restant doté d'un contenu sémantique, tout en restant doté d'un sens. On le voit bien, pomme est une unité, elle a un sens, mais si l'on découpe plus loin, par exemple en syllabes, pomme, on perd le sens. C'est donc la plus petite unité de la langue capable de faire sens. Même si cela ne dit rien, soit dit en passant, de la taille du mot, puisqu'il y en a de très petits, une lettre, et des très longs. Sur le plan sémantique, c'est-à-dire sur le plan du sens, les choses sont déjà un tout petit peu plus complexes, parce qu'il faut distinguer le mot comme unité graphique et le mot comme unité de sens, que par souci de distinction et de praticité, on va appeler une lexie. Une lexie, c'est l'unité minimale du lexique. Or parfois, pour obtenir une lexie, il faut plusieurs mots au sens d'unité graphique. Je vous donne un exemple, ce sera plus clair. Le mot pomme est à la fois un mot au sens d'unité graphique et un mot au sens d'unité lexicale. C'est une lexie. En revanche, pomme de terre, eh ben, elle est bien une seule et unique lexie, mais composée de 3 entités graphiques, de 3 mots. C'est un ensemble insécable du point de vue du sens. Si je vous demande de me rapporter des courses des pommes ou des pommes de terre, je ne désigne évidemment pas du tout le même aliment. Il y a donc des lexies simples, pommes, et des lexies complexes, pommes de terre. On appelle passoire du premier ordre les passoires qui ne laissent passer ni les nouilles ni l'eau. On appelle passoire du second ordre les passoires qui laissent passer et les nouilles et l'eau. On appelle passoire du troisième ordre, ou passoire complexe, les passoires qui laissent passer quelquefois l'un ou l'autre et quelquefois pas. Il y a d'ailleurs plusieurs manières de construire des lexies, par exemple en leur appliquant des préfixes ou des suffixes. On fera un épisode sur les différentes manières de construire les mots parce que c'est passionnant. Venons-en maintenant au cœur du sujet, l'étymologie du mot mot, qui est passionnante et qui en plus n'est pas dénuée d'une certaine ironie, vous allez voir. Le mot provient d'une onomatopée, mou, qui désigne un son inarticulé, incompréhensible, émis sans ouvrir la bouche. Si on devait le traduire en français, ça donnerait quelque chose comme m. Cette première onomatopée, mou, donne naissance à une deuxième, mout mout, qui désigne un son sourd, un murmure, et qui d'ailleurs sur le plan sonore n'est pas très éloigné de notre mot murmure actuel. Ces deux onomatopées vont ensemble donner naissance à toute une famille de mots. L'adjectif mutus, qui signifie muet, qui ne peut pas parler,
ou silencieux, qui ne parle pas. Le substantif mutum, qui désigne un grognement, un bruit, c'est-à-dire le son que l'on produit quand on fait l'onomatopée mou. Et le verbe moutirer, qui signifie produire le son mou, grommeler, marmonner. Toute cette famille de mots tourne donc autour de l'onomatopée originelle mou et de deux idées, celle d'émettre un son ou de ne pas en émettre, dans le cas de l'adjectif mutus. Ce dernier, mutus, a évolué de son côté de manière plutôt simple, en passant par quelques variations comme muel, pour donner notre adjectif muet actuel. Quant à mutum, il se transforme en latin populaire tardif en motum. Et là, ça y est, je pense que vous commencez à comprendre comment notre petit mot a pointé le bout de son nez. Comme bien souvent dans l'évolution du latin tardif au français, la voyelle finale est tombée et on s'est retrouvé vers le Xe siècle avec la forme mot. À cette époque, le mot désigne toujours l'idée assez vague d'un son émis. Et il est souvent employé dans des tournures négatives, comme dans l'expression ne sonner mot, qui veut dire être silencieux, ne rien dire, ne pas émettre un son. Au cours des XIe et XIIe siècles, le mot acquiert alors de nouveaux sens, dont certains sont un petit peu surprenants et ont disparu aujourd'hui. Par exemple, il est utilisé pour désigner le son d'une trompe de chasse. Bon, à la rigueur, ça a encore une forme de logique, puisque ça désigne un son émis et inarticulé. Pourquoi pas? Il est aussi utilisé, et là c'est un petit peu plus étrange, avec le sens de prix à payer. Et c'est de là que vient l'expression inventée à la fin du XVIIIe siècle de c'est votre dernier mot, qui ne signifie en fait pas du tout, comme on le croit habituellement, c'est la dernière parole que vous voulez dire, mais c'est votre dernier prix. C'est votre ultime bafouille. C'est également à cette époque, XIe-XIIe siècle, qu'apparaît le sens de discours, parole, phrase, qui va rester le sens dominant du mot jusqu'au XVIIe siècle. Et de ce sens de discours va émerger un verbe qui a aujourd'hui disparu, le verbe motir, qui signifie expliquer, déclarer. Et petit à petit, le mot mot commence à être employé avec son sens actuel, qui va devenir le sens dominant à partir du XVIIe siècle. Et t'as merdé ton... Ah, j'ai perdu ma maille, Ch'touk. Petit bonus pour les petits malins du fond qui suivent et qui vont me dire mais qu'en est-il du mot motus, qui semble bien lié étymologiquement au mot mot et qui est souvent utilisé pour signifier l'idée de se taire. Et ces petits malins auront tout à fait raison, puisque rappelez-vous, le mot mot est souvent utilisé aussi à ses origines pour l'idée de ne pas émettre un son, et c'est ce qui est également présent dans l'adjectif mutus, muet. En fait, au XVe siècle, le mot mot est souvent utilisé tout seul dans une exclamation. Mot, qui signifie taisez-vous. Et au XVIe siècle, par un curieux effet de retour à l'étymologie, on va lui ajouter une fausse terminaison latine en us pour créer le mot motus dans une forme de parodie de mots latins. Et donc du vieux motum à qui on avait le pauvre enlevé sa terminaison latine, on aboutit à motus à qui on remet une fausse déclinaison latine. Et le mot existe encore aujourd'hui par exemple dans l'expression motus et bouche cousue qui signifie ne rien dire. Et c'est donc par un curieux effet d'ironie étymologique que je trouve particulièrement savoureux que le terme que nous utilisons tous les jours pour désigner les mots ne vient pas lui-même d'un mot mais d'une onomatopée qui sert à désigner le fait de ne pas articuler, de ne pas prononcer les mots, c'est-à-dire donc le contraire d'un mot. Et voilà, c'est tout pour ce premier épisode du format Adopte un mot, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Je ne sais pas encore trop ce que ce format va devenir, c'est un petit peu expérimental, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours dessus, à me dire s'il y a un mot que vous aimez particulièrement et que vous voudriez qu'on traite dans une vidéo, c'est évidemment tout à fait possible. Je vous remercie une fois de plus pour votre bienveillance et pour l'accueil que vous accorderez à cette vidéo. Vous connaissez la chanson habituelle, le petit pouce bleu, abonnez-vous, et surtout partagez la vidéo, ça reste ça qui m'aide le plus. Faisons grandir ensemble cette petite communauté d'armoires et voyons jusqu'où elle peut aller. Moi je vous dis à la prochaine.